Voici l'image qu'on nous donne de la Chine, un pays en voie de développement et qui pourrait entraîner la prochaine grande crise financière. Tout ça après avoir été à l'origine de la pandémie de Covid. Bref, quelle est la réalité derrière cette image? Nous sommes quand même bien loin de la représentation de la deuxième plus grosse économie mondiale. Car oui, c'est bien la Chine. Et dans un monde où on considère les USA comme les gendarmes du monde et le leader économique, une ombre est de plus en plus présente et se positionne depuis déjà des années. C'est le géant chinois qui, depuis plus de 15 ans, se dresse comme compétiteur de la première place sur la puissance économique mondiale et qui doucement, tel un joueur de Go expérimenté, place ses pions petit à petit. Mais est-ce qu'elle a réellement la capacité de devenir la première puissance mondiale? N'est-elle pas elle-même au bord d'une crise beaucoup plus complexe qu'elle ne veut le laisser paraître? Une crise bancaire, avec la disparition des géants immobiliers, une population vieillissante, bref, une crise structurelle forte. Est-ce que la Chine peut-elle vraiment concurrencer dans ces conditions les USA et offrir une véritable alternative, ou est-ce que ça va être, de par son rôle et son influence sur l'économie mondiale, un vecteur de la prochaine grande crise financière? Pour pouvoir y répondre, il va falloir se pencher sur la Chine, la crise qu'elle subit et son impact réel mondial et à quel point elle a la capacité de, oui ou non, être la première puissance mondiale et comment se positionnent les USA par rapport à tout ça. Alors pour ça, il faut comprendre que la Chine s'est affirmée comme un moteur économique mondial grâce à sa croissance rapide et à une transformation économique impressionnante au cours des dernières décennies. Depuis les réformes économiques lancées dans les années 1980, la Chine a connu une industrialisation massive et une urbanisation très impressionnante. Par exemple, la ville de Shenzhen est passée d'un petit village de pêcheurs à une métropole de plus de 12 millions d'habitants, devenue donc un centre technologique mondial abritant des géants comme Huawei et Tencent. Cette transformation spectaculaire illustre vraiment comment la Chine a utilisé des zones économiques spéciales pour attirer des investissements étrangers et stimuler son développement économique. Elle est également devenue l'atelier du monde, produisant une grande partie des biens manufacturés consommés globalement. Le pays d'ailleurs a su développer une chaîne d'approvisionnement robuste et efficace qui s'étend à travers le globe. Par exemple, l'industrie électronique mondiale dépend fortement des usines chinoises pour la fabrication des composants essentiels, comme par exemple Apple, l'une des plus grosses sociétés technologiques au monde, s'appuie largement sur les capacités de production chinoises pour assembler ses iPhones. D'ailleurs, il y a eu certains scandales où les iPhones étaient assemblés par des enfants. Je sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, mais ce n'était il n'y a pas si longtemps que ça. Cette intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales a non seulement renforcé la position économique de la Chine, mais a également permis de nombreuses entreprises internationales de prospérer grâce à des coûts de production réduits. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que devenir l'usine du monde a été une stratégie cruciale pour la Chine afin de stimuler vraiment sa croissance économique et se positionner comme un acteur de la scène mondiale et internationale. Et cette approche a permis au pays de vraiment entamer une transformation spectaculaire. Tout d'abord, en attirant les entreprises étrangères à délocaliser leur production en Chine, le pays a tout simplement pu bénéficier d'un afflux massif d'investissements directs étrangers. Ces investissements ont financé d'ailleurs des infrastructures modernes, des usines, des centres de recherche et toutes les infrastructures comme par exemple les routes ou les aéroports, et qui a créé des millions d'emplois. Pour citer qu'un exemple, des entreprises comme Foxconn, qui est le principal assembleur des produits Apple, a établi ses usines en Chine, employant des centaines de milliers de travailleurs, et cette industrialisation rapide a conduit à une augmentation significative du PIB. Donc forcément, la croissance générale du pays, et ce qui a eu aussi pour principe d'améliorer les conditions de vie d'une grande partie de la population. Mais ça, on va y revenir dans quelques instants. Mais cet accroissement de l'économie chinoise n'est pas le seul bénéfice que la Chine a pu récupérer. C'est aussi le fait de pouvoir absorber des connaissances technologiques et des pratiques de gestion avancées. Et oui, les entreprises, quand elles se sont installées, ont directement transmis une partie de leur savoir, si ce n'est pas la totalité. Et les entreprises chinoises ont pu d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, observer et apprendre des multinationales avec lesquelles elles collaboraient. Et ce transfert de savoir-faire a été essentiel dans le développement des industries locales. Par exemple, dans le secteur de l'électronique, des entreprises comme Huawei et Xiaomi ont initialement commencé par fabriquer des produits pour d'autres marques avant de développer leurs propres capacités de recherche et développement, largement, on va pas se le cacher, inspirées de ce qu'elles ont pu voir ou concevoir. Aujourd'hui, ces entreprises sont les leaders mondiaux de l'innovation technologique et rivalisent clairement avec des géants internationaux
comme on va pouvoir le développer un peu plus tout à l'heure. Cette stratégie a également permis à la Chine de diversifier et d'améliorer la qualité de ses exportations. En produisant pour des sociétés et des entreprises mondiales, le fabricant chinois ont dû se conformer à des normes internationales, ce qui a clairement amélioré la réputation des produits Made in China. Et oui, avant, Made in China, c'était vraiment du toc, un point c'est tout, ou une contre-marque. Maintenant, c'est juste une norme que l'on retrouve absolument partout, parce qu'une grosse partie des produits, que ce soit partiellement ou entièrement, sont produits en Chine. De plus, ça a permis aux entreprises chinoises de se lancer dans des marchés étrangers avec leurs propres marques et produits. Par exemple, Lenovo, qui a commencé en tant que fabricant de composants pour des entreprises, a acquis la division PC d'IBM et est devenu le leader mondial dans le secteur des ordinateurs personnel. Cette capacité à monter en gamme a contribué à la robustesse et à la résilience de l'économie chinoise. Économie qui joue un rôle central dans le commerce mondial grâce à des initiatives ambitieuses comme la nouvelle route de la soie. Ce projet colossal vise à créer un réseau de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, en investissement d'ailleurs massivement dans des infrastructures telles que des ports, des chemins de fer et des autoroutes. La Chine cherche à faciliter le commerce et à renforcer ses liens économiques avec d'autres régions. Par exemple, on pourrait citer le port de Gwadar au Pakistan qui a été entièrement financé par la Chine et qui est un élément clé de cette initiative, qui vise d'ailleurs à améliorer la route commerciale maritime et renforcer, qui plus est, son influence économique et géopolitique dans cette zone du monde. Et oui, car l'influence a un poids tout particulier, et toutes les actions économiques qui sont effectuées par la Chine depuis les 15 dernières années ont pour but d'augmenter son influence générale. La réalité, c'est que la Chine a réussi à devenir un acteur incontournable pour de nombreuses économies et pour de nombreux pays. Comme je l'ai dit au début, on rappellera qu'elle est le premier partenaire commercial de plus de 80% des pays du monde, ce qui n'est vraiment pas rien. Et cette influence-là peut servir, que ce soit dans des décisions géopolitiques, des soutiens internationaux ou même l'adhésion d'une nouvelle monnaie internationale, autre que le dollar, pour faire des échanges commerciaux. Et c'est un petit peu ce qu'est en train de mettre en place les BRICS, avec le support principalement de la Chine, on va pas se le cacher. Et cette stratégie diffère clairement de celle des USA. Là où les USA dominent le monde par l'influence du dollar et leur puissance militaire, la Chine quant à elle a réussi à établir son influence par une dépendance économique. Et d'ailleurs, cette dépendance économique qui fait trembler le monde par un risque de contagion sur les différentes crises chinoises. Car oui, ça reste une réalité, la Chine est en crise, une crise sociétale, immobilière, économique et démographique. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il faut se pencher sur les fondements de la construction du patrimoine en Chine, là où la France on fait confiance, certes, pour l'instant, et pour certains, à l'État-providence. Les USA font confiance quant à eux à Wall Street et leur marché actions, avec les fonds de pension majoritairement. La Chine, quant à elle, fait confiance à l'immobilier. En tout cas, faisait confiance à l'immobilier, qui était d'ailleurs l'un des principaux moteurs de la croissance économique chinoise au cours des dernières décennies. Et oui, les investissements massifs dans les infrastructures et les propriétés ont conduit à une surchauffe du marché immobilier. C'est un peu ce qu'on a pu voir récemment avec des villes entières, comme Ordos en Mongolie intérieure, qui ont été construites mais sont restées largement inoccupées, créant une forme de ville fantôme, qui d'ailleurs par la suite ont été détruites. Les prix de l'immobilier durant cette période-là ont grimpé en flèche, alimentant d'ailleurs une spéculation par l'accès facile au crédit notamment. Cette situation a conduit à un endettement excessif des promoteurs immobiliers et des ménages. Par exemple, Evergrande, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine, a accumulé une dette de plus de 300 millions de dollars et en 2021, il a fait la une des journaux en raison de la difficulté à honorer ses dettes, déclenchant ainsi une crainte d'une contagion financière et d'une perturbation du marché immobilier. Et d'ailleurs, pour maîtriser cette spéculation et essayer de stabiliser le marché, le gouvernement chinois a mis en place des politiques de répression financière, telles que des restrictions sur les prêts hypothécaires et des limites sur les achats de propriétés. Ces mesures ont entraîné un ralentissement des ventes immobilières et une baisse des prix, aggravant d'ailleurs la situation financière des promoteurs déjà endettés. C'est un peu un ralentissement d'une machine qui ne peut continuer que s'il y a une accélération. Forcément, s'il y a de moins en moins d'essence, il y a de moins en moins de feu et petit à petit, il s'étouffe. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec les promoteurs. Par exemple, en 2021, le gouvernement a introduit les 3 grandes lignes rouges pour limiter l'endettement des promoteurs immobiliers. Ces mesures ont restreint la capacité des entreprises à lever des fonds et à refinancer leurs dettes, exacerbant ainsi les problèmes de liquidité pour ces entreprises comme Evergrande et d'autres grands acteurs du secteur. Car oui, il n'est pas le seul.
Car on rappelle que la crise immobilière a des répercussions majeures sur le système financier chinois. Les banques et les institutions financières fortement exposées au marché immobilier font face à une augmentation des créances douteuses. Donc ça veut dire des créances qui ne seront pas remboursées, ou très peu de chances d'être remboursées, donc une crise de liquidité réelle. Par exemple, la Banque de Chine et d'autres grandes banques commerciales ont dû constituer des provisions pour pertes sur certains prêts, ce qui a pesé sur leur rentabilité et leur capacité à accorder de nouveaux crédits. Cette situation a également des implications dans l'économie réelle. Le secteur immobilier représente environ 30% du PIB chinois, ce qui n'est pas rien, et son ralentissement affecte directement des industries connexes comme la construction, les matériaux de construction, les services liés au secteur du BTP, et en conséquence, la croissance économique du pays a ralenti et le chômage dans ces secteurs a augmenté. Et le tout, c'est sans compter la crise sociétale dans laquelle de nombreux Chinois ont investi dans l'immobilier pour pouvoir préserver leur valeur comme une forme de retraite par la suite, dans lequel malheureusement une grosse partie ne verront pas leurs biens sortir de terre. Et cela se rajoute à une crise de liquidité bancaire où on a vu pour la première fois des files de Chinois attendre à des banques pour pouvoir essayer de récupérer leur argent. Donc oui, il y a une véritable crise en Chine. Mais on peut se poser la question si elle n'est pas juste interne à la Chine, si ce n'est pas une forme de transformation. On va aborder ça rapidement, mais on peut se poser maintenant la question, si on n'a plus l'immobilier pour porter la croissance de la Chine, qu'est-ce qui va porter cette croissance? Clairement, continuer à être une puissance industrielle alors que sa population est de plus en plus vieillissante, ça va être compliqué. Et oui, un taux de natalité sous les 8% et un âge moyen de 40 ans, alors que les USA, pour comparaison, sont à 11% et 39 ans, clairement, il va falloir entamer une transformation. Et on pourrait même dire que cette transformation forcée est la résultante de la politique de l'enfant unique qu'a adopté la Chine durant les décennies précédentes. Et pour illustrer, on peut même parler des difficultés qu'ont les hommes chinois, qui souhaitent d'ailleurs se marier, à trouver une femme. Avec 51,5% d'hommes, on arrive à des aberrations comme des enlèvements de femmes dans des villes pour les cacher dans des villages reculés. Et oui, parce que culturellement, être marié, c'est une réussite sociale et c'est une obligation. Et quand il est impossible de pouvoir le faire, on devient un rebut de la société et culturellement, c'est très très compliqué. Et pour moi, j'ai tendance à vous dire que c'est une transformation sociétale, une rupture des réalités culturelles qui peut jouer vraiment sur le long terme pour l'évolution de la Chine. Et c'est peut-être une d'ailleurs des explications derrière la transformation drastique de l'économie interne chinoise, que l'on pourrait même caractériser comme une purge de l'ancien système pour se tourner vers un développement plus technologique. Et oui, on constate des évolutions dans l'intelligence artificielle et un investissement massif, comme par exemple la gestion de la reconnaissance faciale, mais bien d'autres choses, ou encore la robotisation de plus en plus importante des usines, ou encore l'évolution des technologies comme Huawei qui va bientôt proposer une technologie concurrente à celle de Nvidia pour les puces de l'intelligence artificielle, ou même on pourrait parler de la conquête de l'espace avec le programme spatial chinois qui ne cesse de surprendre et d'évoluer continuellement. On pourrait même caractériser la Chine comme étant un pays à double vitesse. Je me rappelle d'ailleurs quand je suis allé à Shanghai, il y a de ça quelques années, c'était en 2009. Bon, oui, ça fait plus que quelques années, ça fait une quinzaine d'années, bref. Quand je suis allé en Chine il y a 15 ans, avec une représentation d'une Chine comme on nous l'a dépeignée à l'époque, c'est-à-dire un pays en voie de développement communiste, rien de très folichon, je vous avoue que j'ai eu un choc vraiment important en arrivant notamment à Shanghai où je me suis retrouvé dans une forme de New York chinois, avec des buildings absolument partout, des magasins partout, des panneaux publicitaires partout. Et quelques jours après, je suis allé dans plusieurs petits villages, ou même villes, on pourrait dire, à quelques kilomètres de Shanghai, et là, ça a été un bond 15 ans en arrière, totalement en rupture avec ce que j'avais vu à Shanghai. Clairement, j'ai été choqué de la rupture entre la Chine moderne et la Chine rurale, et je suis persuadé que cet écart s'est amplifié avec les années qui se sont écoulées, et pour moi, c'est vraiment un symbole d'un pays en transformation. Et comme tout pays en transformation, il y a toujours des opportunités, du coup, faut-il fuir les actions chinoises ou se jeter dessus? Là-dessus, j'ai une réponse qui va certainement vous surprendre, mais pour moi, avant tout, il faut comprendre que ce n'est pas si simple. Il peut être même opportun de se tourner vers d'autres choses que de simples actions, à des actifs qui ne sont pas liés à des frontières ou à une gestion politique. Et si vous voulez en savoir plus sur la méthode d'investissement et ce sur quoi je me focalise en ce moment, c'est en commentaire en description, c'est 100% gratuit, vous avez le pas à pas de ma méthode. Concernant les actions chinoises, il ne faut pas oublier que l'État est bien présent et a un pouvoir très important tant sur la décision que la représentation des sociétés dans le monde. On se rappellera bien évidemment de l'histoire de Jack Ma, CEO de Alibaba, celui qui a été en 2020 l'homme le plus riche de Chine à
totalement disparu de l'espace public pendant près de 3 mois en octobre 2020, après avoir publiquement critiqué les autorités de la régulation financière de son pays. Et cette inhabituelle prise de position lui a valu une convocation par le régime et une disparition quelques mois avant qu'il réapparaisse en janvier 2021. Et clairement, il y a eu une campagne d'intimidation contre Jack Ma, qui s'inscrivait alors dans un plus large contexte de durcissement réglementaire et de reprise en main par Pékin des grands groupes technologiques chinois, devenus d'ailleurs trop puissants par rapport au parti communiste chinois. On voit bien l'impact du gouvernement directement dans les différentes sociétés et donc forcément dans l'évolution de l'économie chinoise. Difficile de se positionner dans ce contexte-là, d'autant plus avec le durcissement des relations entre la Chine et les USA. La Chine étant un des plus gros détenteurs de la dette américaine, ce qui a drastiquement d'ailleurs évolué dans les années qui se sont écoulées, elle a troqué beaucoup de cette dette américaine pour de l'or et il y a une véritable guerre économique entre le top 1 et le top 2 des économies mondiales. Ces deux acteurs se livrent clairement une guerre ouverte sur la partie économique. Et cette guerre économique est d'autant plus importante au moment où il y a une véritable réflexion sur l'exploitation des terres rares qui sont essentielles dans les évolutions technologiques que l'on pourrait voir par la suite. Et oui, dans la course à l'intelligence artificielle et la robotisation que se livrent les USA et la Chine, les terres rares et des minerais spécifiques ont un rôle vraiment important et ça va impacter certainement le prix des matières premières. Et c'est peut-être là où il faut se poser des questions au niveau des différents investissements, étant donné que les deux géants économiques vont dans la même direction et de la même façon, forcément à un moment donné, il y aura une valorisation extrême des terres rares qui sont essentielles à l'évolution de l'intelligence artificielle et des évolutions technologiques à venir. Pour résumer, bien loin d'être le vecteur de la prochaine crise économique, la Chine entraîne une transformation interne de son économie pour faire face à ses propres challenges. Là où les USA sont en transformation avec leur politique de réindustrialisation, la Chine, elle, assainit son économie trop souvent portée sur une dette malsaine nourrie par la spéculation immobilière. Alors oui, la disparition de plus de 50 banques chinoises en est la preuve. Bon, on devrait plutôt parler d'absorption plutôt que de disparition, car c'est vraiment le cas. Elles sont absorbées par une entité bancaire contrôlée et gérée par le Parti communiste chinois pour faire disparaître une anomalie avant qu'elle devienne vraiment critique. Mais là où elle purge son économie, elle continue toujours à accroître son influence, que ce soit à travers la route de la soie, son économie ou même sa technologie comme par exemple TikTok, à tel point que les USA ont imposé un ultimatum à la société qui exploite TikTok. Soit l'application est bannie des USA, soit elle devient sous contrôle des USA pour être exploitée sur le territoire américain. Et oui, l'influence compte énormément, et le contrôle des canaux de communication de cette influence sont tout aussi importants, car on sait qu'ils peuvent être très rapidement transformés en armes politiques, comme nous avons pu le voir avec l'affaire Cambridge Analytica lors des différentes élections américaines, et encore plus récemment avec la manipulation de Twitter par le FBI pour faire taire et censurer les Hunter Files, qui sont d'ailleurs les frasques du fils de Joe Biden lors de la dernière élection présidentielle américaine. Donc bien plus qu'une crise financière, ce qu'il faut redouter, c'est une véritable guerre d'influence, qui est le prolongement de cette guerre économique et qui va se durcir dans les années à venir. Mais pour moi, c'est clairement la représentation d'un monde en cours de restructuration économique, et c'est justement pour ça qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux. La Chine et les USA s'opposent, oui, mais finalement elles ont besoin l'une de l'autre. Et ça le sera certainement pendant très longtemps. Les deux continuent à s'influencer mutuellement, et il ne faut pas oublier que les deux, à elles seules, font évoluer les marchés économiques. Et je pense qu'il faut impérativement sortir de la représentation préétablie, qu'elle soit chinoise ou américaine, sortir des manipulations d'influence que l'on voit pour se faire sa propre idée. N'oubliez jamais que rien n'est noir ou blanc, tout est toujours dans la nuance.